Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, chef cuisinier engagé, défenseur de la cuisine éthique, locale et de saison, entrepreneur, animateur télé vu sur My Cuisine, Chérie, c'est moi le chef sur France 2, chroniqueur dans Télématin et tous les vendredis sur France Inter. Je crois savoir dans l'émission Grand bien vous fasse d'Ali Rébéi, on va bien sûr en parler dans un instant, pour faire découvrir ses recettes simples et efficaces. Grégory Cohen vient nous voir pour nous en offrir davantage avec son livre de cuisine méditerranéenne Yalla, sorti aux éditions Le Duc. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Grégory Cohen. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. C'est une première pour vous, je crois, ici. C'est une première et ça me fait super plaisir. Eh bien, c'est partagé. J'avais eu quand même, il faut le rappeler pour nos auditeurs, l'occasion de vous interviewer. Vous n'étiez pas en présentiel, nous étions à distance et le temps était plus court, pour plein de raisons évidemment. Vous n'aviez pas hésité à prendre la parole post-7 octobre. Je me permets quand même de revenir très très brièvement dessus parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais bien sûr, nous sommes 19 mois plus tard. La guerre en Israël est toujours d'actualité. Quel sentiment ou peut-être quel ressentiment vous éprouvez aujourd'hui ? En fait, le 7 octobre, ça a été le début, le déclencheur d'un cataclysme qui ne cesse d'avoir des ondes de choc qui sont tellement puissantes. J'ai l'impression que de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour, cette onde de choc, elle se propage. Elle se propage avec 50 milliards de fake news qui amplifient tout, les ressentis. Et puis, elle est passée Israël est passé d'un état de victime et d'agressé à un état d'agresseur, ce qui est complètement surréaliste. La haine est sortie d'Israël. Au début, les gens étaient anti-israéliens. Ce qui veut rien dire, puisqu'en réalité, déjà même en Israël, il y a tellement de minorités différentes et il y a tellement de courants de pensée différentes que c'est absurde de dire qu'on est anti un pays. Puis de cet anti-israélien, on est devenu anti-sioniste. C'est-à-dire qu'on a exporté cette haine en dehors même d'Israël, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on est antisémite, sinon ça serait puni par la loi. Mais globalement, un ressenti qui est assez hallucinant, et qui est un peu en décalage avec la vie quotidienne, pour tout dire. Moi, je m'appelle Cohen, comme vous, donc notre étoile jaune, c'est notre nom. Il est d'une simplicité et d'une facilité absolue. Oui. Vous l'avez rappelé, je suis un petit peu dans les médias. Je n'ai jamais eu de message haineux à mon encontre. J'ai des actions dans des hôpitaux, je rencontre dans les hôpitaux tout le monde, je n'ai jamais eu un commentaire spécifique à mon encontre. Et pourtant, c'est simple, c'est facile, Cohen, c'est juif, il n'y a absolument aucun débat. Je n'ai jamais eu ça, ni à France Inter, ni ailleurs, ni où que je me trouve. Donc il y a, je trouve, un espèce de décalage entre l'impression médiatique ou la pression médiatique et la réalité quotidienne. Je trouve très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, Grégory Cohen, parce qu'on s'est tous posé une question il y a quelques jours maintenant, notamment avec l'Eurovision. Israël est arrivé deuxième, c'est le vote du public, alors qu'on aurait pu penser que l'humanité était contre Israël et contre la population juive. Et peut-être que c'est à l'image de ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, est-ce que finalement il y a une sorte de paranoïa qui n'est pas totalement paranoïaque parce que sur les réseaux sociaux, la haine est grandissante, mais est-elle réelle finalement ? Il y a une réalité. Il y a une réalité qui est... En fait, on a besoin de deux choses. On a besoin d'exister. Globalement, quand je dis on, je parle des humains. On a besoin d'exister. Et donc, pour exister, on a des prises de parole qui vont être complètement... vers ce qu'on pense être juste. Donc, il y a eu, il y a quelque temps, une fake news qui est sortie aussi sur le nombre de bébés qui allaient mourir dans un délai très court à cause d'Israël. Et j'ai vu un reportage hyper intéressant où se confrontaient deux avis.
il y avait un journaliste de terrain et il y avait un amplificateur de rumeurs en face de lui. Et le journaliste lui disait, mais est-ce que vous êtes déjà allé là-bas? Alors, le type dit non, mais est-ce que vous êtes allé voir la Seconde Guerre mondiale pour en parler? Donc ça, évidemment, on revient sur le narratif autour du nazisme, etc. Et le journaliste lui répond, oui, mais ça veut rien dire, puisque on n'a pas de machine à remonter le temps. En revanche, il y a des avions qui peuvent vous amener là-bas et pour aller voir. Et ça fait 1 an et demi que vous êtes en train d'amplifier des rumeurs. Et c'est simplement que vous vous nourrissez de choses que d'autres personnes disent. Et on est tellement dans l'information brûlante aujourd'hui. L'information brûlante, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai une information, je la retransmets. L'information tiède, c'est j'ai une information, je la vérifie, je la retransmets. Et l'information froide, on s'en fout complètement, c'est j'ai une information, j'ai fait des recherches, je me suis documenté, j'ai écrit et j'ai documenté le résultat de mes recherches pour prouver que c'était faux. Aujourd'hui, on est dans une consommation immédiate d'informations brûlantes, vraies ou fausses, on s'en fout. Et ça crée justement cet écho, cette réverbération qui est assourdissante, qui forcément nous fait peur, puisqu'on en est les premiers à être pointés du doigt. Mais la réalité, ce qu'on a vu à l'Eurovision, par exemple, fait que la majorité silencieuse ne se laisse pas impressionner ou ne se laisse pas convaincre par ces bruits qui courent. C'est un espoir. Grégory Cohen, dans cette émission, on a envie de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On vient d'avoir un petit avant-goût. Mais d'abord, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels? Oh là oh là 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 là. Alors, parler de moi, c'est la pire des choses. Je réussis très bien à mettre les autres en avant. Je suis si, alors voilà. Qu'est-ce que je suis? Je vais te dire. Je suis un papa. Je suis un humain. Et je suis profondément curieux. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je crois qu'il y a un invité qui a donné presque les mêmes mots que vous. J'ai du mal à me souvenir, mais un mec extraordinaire, ça c'est certain. On va voir si ça colle avec votre personnalité donnée tout au long de cette émission. Et alors on démarre par le début, toujours le début. Grégory Cohen, vous êtes né un 16 mars 1968 à Neuilly-sur-Seine. Je crois que vous avez de nombreuses origines, puisque d'après un test ADN, je crois savoir que vous êtes 60% juif séfarade, 16% italien et 8% asiatique. Quel genre d'enfance, bien sûr c'est pour le sourire, mais quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? Ouais, alors quand j'ai fait ce test ADN, c'était vraiment très étonnant. Moi j'étais persuadé d'être 99,9% juif séfarade. D'où d'ailleurs? D'où? D'Algérie. D'Algérie, très bien. D'Algérie. Et en fait, c'est marrant parce que c'est l'histoire du peuple juif, en fait, mon ADN, je crois. C'est un peu la route de la soie, c'est un peu Marco Polo. C'est ces juifs marchands d'Italie qui sont allés, qui ont suivi ces caravanes et qui ont traversé plein de pays et qui ont dû rencontrer des très belles femmes ou des très beaux hommes et qui ont donné après un mélange qui montre qu'on est des voyageurs. Mon enfance, elle était très chouette. J'étais dans une famille aimante et j'ai grandi à Paris. Donc, je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris avec un bel accent parigot. Et c'était chouette. J'ai commencé à travailler très tôt. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Dans les cuisines du restaurant de mon père. Ça s'appelait le Galenvert. Ouais, le Galenvert, rue de Verneuil. Mais l'emplacement faisait qu'on a rencontré des gens absolument exceptionnels, que j'ai rencontrés. Souvent, je vais dire on à la place de je. Je vois, c'est la problématique à parler de vous, je vois. Et donc, oui, j'ai rencontré des gens exceptionnels et chouette enfance. Ce qui vous a permis de faire vos armes culinaires, on va voir qu'il y a aussi une influence du côté de votre grand-mère qui va venir sans doute ponctuer un petit peu cet amour de la cuisine. Vous allez rencontrer en effet les grands amis de votre père qui n'étaient pas n'importe qui et qui, pour vous, quand même, n'étaient que des gens parce que vous étiez très jeune pour vous rendre compte de qui ils étaient. Mais vous avez des jolies anecdotes avec notamment Lino Ventura, pour ne pas le nommer, ou encore Serge Gainsbourg, qui en disent aussi peut-être un peu long sur vous. Est-ce que vous voudrez bien nous parler de 2 petites histoires? Ouais, donc Lino Ventura, je le rencontre dans le restaurant de mon père. À 13 ans, je suis tout petit, je fais 1m40. Et donc mon père me fait faire une tenue tout en blanc avec le tablier et il aimait bien me faire
me monter pour montrer à tout le monde que son fils travaillait. Il était très fier de ça. Et j'arrive et je vois Lino Ventura. Et moi, Lino Ventura, je le voyais que dans mon poste de télé. On est en 1980, 81. Et je vois ce type absolument incroyable avec une aura absolument dingue. Et je suis hypnotisé, je bloque sur lui. Et mon père me dit, bon, allez, c'est bon, bouge, qu'est-ce que tu fais là? Et Lino Ventura le voit, c'est ma première rencontre avec lui. Et il me dit, ça va? Et je lui dis, est-ce que je peux voir votre pistolet? En fait, j'étais persuadé que le gars était pas du tout un acteur, mais c'était vraiment le type qu'il y avait à la télé. Et il me dit, je l'ai pas sur moi aujourd'hui. Et il revient une semaine après, et il demande à mon père si je suis là. Mon père me dit de monter. Et là, il me montre qu'il était venu avec un holster et un faux pistolet de cinéma. On va voir qu'avec Serge Gainsbourg, il y a aussi... Finalement, on découvre deux grands hommes parce que il y a cette histoire de Légion d'honneur qui va le porter un peu toute sa vie. Il va même refuser la vraie parce que la vôtre est plus importante. Ouais, ça c'était un truc très drôle. Je reviens d'un voyage scolaire à Roanne. On visite une bonneterie bon, j'ai fait le gosse avec super angélique le matin, mais en réalité, je n'étais pas si angélique que ça. Donc, je fausse compagnie à tout le monde et je prends les chemins de traverse pour visiter cette bonneterie tout seul. Et à un moment, je tombe sur une boîte avec plein de légions dessus. Donc, il y avait la verte, il y avait la rouge, il y avait la bleue, donc Légion d'honneur, mérite. À l'époque, je ne sais pas du tout ce que c'est, je trouve juste que c'est chouette. Et j'en prends une poignée. Je rentre à la maison, je montre à mes parents, tiens, regardez ce que je ramène. Et mon père voit les rouges et prend 2 rouges et dit, celles-là, tu vas les offrir à Serge. Et donc je dis OK. Et il me dit, on va faire ça samedi prochain. Et le samedi, on y va. Je prends en fait l'étui, je sais pas comment ça s'appelle, bleu en velours avec la Torah brodée dessus. À l'intérieur, il y avait mon télet, il y avait tout de ma bar mitzvah. Et je le prends et je mets, j'avais rien d'autre, donc je mets les deux rosettes dessus. On arrive devant chez Serge. Juste avant de rentrer, mon père m'a dit, t'as prévu le discours ou pas? Moi, je suis complètement paniqué. Je dis, quoi? Et à ce moment-là, la porte s'ouvre et Serge est habillé avec une veste de smoking, chemise en jean, les zizi, donc les chaussures répéto blanches aux pieds, jean. Et là, je vois que derrière, il a invité genre tous ses potes. Ah, c'est beau. Et incroyable. Et donc, je rentre et je dis, par les pouvoirs qui me sont conférés, enfin, genre n'importe génial. Quoi qu'un gosse de 13 ans dit. Et je vois Serge hyper ému. Et du coup, voilà, il a porté cette légion. C'est une très très belle histoire. Très tôt, avec des hommes pareils autour de vous, avec votre père et votre grand-père qui étaient aussi des hommes très importants, il y a comme une injonction à être un homme. On va y venir dans un instant. Mais vous, quel genre de petit garçon vous diriez que vous étiez, Grégory Cohen, et quelles étaient les passions que vous développiez? Alors moi, j'étais un petit garçon qui avait un problème de concentration, un problème d'attention très fort. Alors aujourd'hui, comme tout le monde veut se trouver quelque chose de merveilleux et d'exceptionnel, il y a toute la mode de je suis HP, HP, TDA machin, j'ai été anxiogène, je suis angoissé, bref. Non, moi je pense que j'étais juste pas intéressé par beaucoup de choses et donc je me réfugiais très souvent, très très souvent. Dans mes pensées, je laissais mon esprit vagabonder dans plein de rêves. J'avais quand même plein de potes et je faisais ce qu'on me demandait de faire, sympa, c'est-à-dire que j'étais à l'école, j'apprenais à programmer sur ordinateur, j'allais en cuisine pour travailler. Voilà. C'est ça, après l'école, à 13 ans, vous allez travailler avec votre père pendant un long moment, jusqu'à vos 22 ans. À 14 ans, vous allez programmer un jeu vidéo, vous allez obtenir votre bac et puis vous avez envie de faire l'armée. Et je me suis demandé, on est pendant la première guerre du Golfe, et je me suis demandé pourquoi c'était important pour vous cela, et est-ce que pour vous, cela voulait dire peut-être être un homme? Alors, c'était pas être un homme, je suis profondément républicain, profondément attaché à la France. Pour moi, ça faisait partie des devoirs et des obligations. Le service militaire était obligatoire. Alors, on pouvait trouver des chemins aussi pour faire sauter ça en se faisant réformer.
Pour moi, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Je devais le faire, comme j'ai toujours fait, et j'ai essayé d'être exemplaire dans cette vie au sein de mon pays. Alors bien sûr, on comprend ce côté républicain. On va découvrir dans un instant que cela va encore prendre un peu d'ampleur, bien évidemment, parce que vous allez partir et vous allez revenir en France. Votre père veut que vous repreniez à ce stade de votre vie le restaurant familial, surtout que vous appreniez la cuisine chez Bocuse. Et vous allez vous y refuser. Vous allez acheter une plage à Haïti. Vous allez faire le tour du monde, surtout partir aux États-Unis. Et puis voilà, vous rentrez en France pour faire du marketing et de la communication dans une agence. Et vous allez prendre une place très importante puisque vous allez organiser la plus grande expo Apple. Et c'est une grande histoire à raconter. Ouais, alors, je fais tout ça, effectivement, avec pas du tout de bol, parce que moi, je vais à Haïti en me disant ça va cartonner, je vais acheter une plage. Alors, quand je remets les choses dans leur contexte, j'achète une plage pour 5 000 francs. Associé avec un pote, donc on met 2500 francs chacun et on a une plage à Haïti. Sauf qu'il y a le coup d'État à Haïti, il faut partir très très vite. Je pars aux États-Unis, je découvre plein de choses là-bas. Et puis oui, effectivement, je me retrouve à organiser l'Apple Expo. J'avais jamais fait l'Apple Expo de ma vie, j'avais jamais organisé quoi que ce soit de ma vie. Et je fais une erreur. Il y avait des kakémonos. Alors les kakémonos, c'est des espèces de grandes bâches très très hautes. Et à l'époque, il y avait la pub des Genius. C'était, il y avait Mahatma Gandhi, il y avait Einstein, il y avait plein de visages qui étaient, toutes ces personnes ont pensé différemment. C'était la tagline de Apple, Think Different. Et moi, je les imprime, mais pas sur le même matériau qui était prévu aux États-Unis. Et l'équipe d'Apple vient la veille au soir, vérifie tout ça, l'équipe d'Apple US, et disent ça va pas du tout, faut tout enlever, tout refaire. Je dis c'est absolument impossible, c'est 72 heures d'impression en jet d'encre pour un seul kakémono. Il y en a 24, donc ça va pas être possible. Ils me disent très bien, tu présenteras à Steve demain. Steve, comprenez, Steve Jobs, c'est-à-dire mon idole absolue. Le rêve américain pour moi, enfin absolument incroyable. Il arrive le matin à 6h du matin, on fait l'ouverture de l'Apple Expo. Il s'arrête sur le premier kakémono, évidemment. Le type était un génie du détail. Et il s'arrête et il dit qui a fait ça. Il se retourne, toute l'équipe marketing est genre à 4 mètres derrière. Et moi, je suis comme un idiot derrière, entre les deux. Et j'ai Tom Souter, qui est le patron de l'agence CKS, qui est le directeur de création qui a créé La Pomme, qui dit à Steve, c'est Greg, et c'est avec lui qu'on bosse. On trouve ça chouette. Et toi ? Et là, lui, il regarde et il dit, c'est très puissant. Et il continue à avancer. Et 3 heures après, j'ai un coup de téléphone de Tom Souter qui me dit, on dîne ensemble ce soir. Et le soir, il me dit, voilà, Steve veut que tu rejoignes l'équipe à Cupertino aux États-Unis. Est-ce que tu veux arrêter de bosser ici et tu viens bosser pour nous là-bas? Réponse. Vous êtes resté combien de temps, Grégory? Je suis resté à Cupertino quasi une année. Ensuite, San Francisco, New York. Ensuite, je suis rentré en France pour prendre la direction de l'agence française. L'agence française, c'était 350 personnes. Ensuite, je suis devenu vice-président Europe. C'était 3500 personnes. Et board member, c'était 10 000 personnes. Donc, c'était le truc énorme, la plus grande agence interactive dans le monde. Et j'ai pris un pied incroyable. Et vous avez décidé d'arrêter? Et j'ai décidé d'arrêter parce qu'à un moment, plus rien n'avait de sens. C'est-à-dire que au début, je faisais ça par passion. Et puis, au bout d'un moment, on vendait des sites internet à 10, 15 millions. C'est des trucs, ça veut rien dire. C'est même pas normal. Il n'y a même pas de logique à ça. On enchaînait. Et d'un seul coup, l'argent prenait beaucoup trop de place. Le temps m'arrachait à ma famille. Et numéro 1, ma première fille, à 3 ans, je lui dis viens voir papa, et elle me regarde genre qui c'est ce gars? Wow. Et là ça m'a fait un choc. Donc j'ai arrêté, j'ai fait 1 an de sabbatique où j'ai donné des cours à Léonard de Vinci. Et puis malheureusement après mon mariage a explosé. Du coup je prends la garde des enfants à mi-temps tous les week-ends, donc du vendredi au dimanche. Et là, on se remet à créer des choses ensemble.
À créer des choses ensemble, vous le dites bien parce qu'on sent que le mot papa est important pour vous. Vous l'avez évoqué dans cette émission. Vous allez créer un blog avec ses enfants, vos enfants, un homme au fourneau. C'est comme ça, je crois qu'il s'intitulait. Vous devenez un des premiers influenceurs food sous le pseudo Unomafu. Ouais. Je crois que c'est ça. Alors expliquez-nous ce nom. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est? Un homme au fourneau, Unomafu. Ah. Et on trouvait ça drôle de faire un truc un peu japonisant qui voulait un peu rien dire. Et c'est tout le début des réseaux sociaux, c'est tout le début des blogs. On doit être en 2002, peut-être. Et voilà. Et donc, je me remets à cuisiner. Je cuisine pour eux, pour elles. Et on crée ce projet ensemble. Et c'est très chouette. Ça me redonne l'envie de me remettre réellement au fourneau. Est-ce que vous allez devenir complètement autodidacte ou est-ce que vous allez vous former auprès de grands chefs? Non, en fait, j'ai travaillé de mes 13 à mes 23 ans dans le resto de mon père. Donc, c'était un 16/20 au Goemio. J'ai fait la pâtisserie et la cuisine. En fait, j'ai appris à cuisiner comme si, à cet âge-là, j'apprenais une nouvelle langue. Ce qui fait qu'il n'y a même pas eu besoin de recréer quoi que ce soit. Toutes les saveurs étaient là, les techniques étaient devenues quasiment automatiques et innées. Donc tout s'est déroulé après, mais tellement naturellement. Vous allez alors quelque part peut-être réaliser aussi le souhait de votre père. C'est ce que je me suis posé comme question en écrivant cette émission. Est-ce que vous pensez, c'est une question un petit peu philosophique que je vous pose là, que nos parents savent mieux ce qui est fait pour nous ou que finalement on finit juste par les respecter parce qu'on sait toujours au fond ce qu'ils attendent de nous et on sait que c'est le mieux? Ce qui est certain, c'est qu'on veut se rebeller contre nos parents parce qu'on veut faire notre propre expérience. Je crois que l'expérience, c'est, je ne sais plus la citation exacte, mais l'expérience est une lumière portée par celui qui n'illumine le chemin que de celui qui la porte. Et en fait, en réalité, c'est ça. L'expérience est une lanterne qui n'illumine le chemin que de celui qui la porte. Ça veut dire que les autres, les enfants, doivent faire leur expérience par eux-mêmes. On voudrait tout simplifier pour nos enfants. On voudrait le mieux, évidemment, pour nos enfants, parce que forcément, on sait. Mais eux, ils ne savent pas. Et eux, ils savent une seule chose, c'est qu'ils veulent savoir par eux-mêmes. Et si tu leur dis quelque chose, ça peut devenir une contrainte. Et donc, encore plus, encore mieux, ils vont aller défier cette contrainte parce qu'ils existent et qu'ils vont rechercher cette existence en coupant ce fameux lien, en tuant le père, en tuant la mère et en apprenant par eux-mêmes. Je pense qu'on ne peut pas rester insensible aux signes. Et les signes étaient autour de moi et c'était sans doute une destinée. Ouais. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Grégory Cohen pour son livre de cuisine méditerranéenne, de cuisine méditerranéenne, Yalla aux éditions Le Duc. Dans un instant, on poursuit cette émission également avec la chronique théâtre de Christophe Barbier, le billet du jour d'Annabelle Guiraud et le portrait de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, le chef Grégory Cohen, pour son livre de cuisine méditerranéenne Yalla, sorti aux éditions Le Duc. Nous parlions bien sûr de votre parcours, Grégory, vous qui êtes bien sûr un défenseur de la cuisine sensible pour ceux qui vous connaissent, éthique, de saison et locale, mais aussi sans jamais sacrifier la gourmandise. Est-ce qu'on peut considérer que votre éthique, votre morale, c'est défendre le bien manger pour tous et partout? C'est clairement ça. C'est que le bien manger, c'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est pas une question de culture. Moi, je suis parrain de la semaine du goût depuis 4 ans. Je vais dans les écoles et je rencontre les enfants pour les amener à découvrir des nouveaux goûts. D'ailleurs, je pense qu'on devrait mettre des leçons de cuisine pour les enfants. C'était Olivia Grégoire qui avait porté cette mesure et il y a pas mal de pays européens qui le font et ça serait vraiment bien qu'on l'ait en France aussi pour pouvoir ouvrir au goût, à la culture et au bien manger. Je suis un
fervent défenseur de ceux qui nous nourrissent, les agriculteurs qui font un boulot, les éleveurs, les agriculteurs, bref, qui font un boulot absolument exceptionnel. J'ai ouvert mon restaurant à Rungis, juste à côté du mine de Rungis, qui est le plus grand marché au monde. Et puis j'ai des actions aussi ailleurs, dans les hôpitaux, pour faire du bien manger, quelque chose de commun et plus la fatalité. Vous parlez de cela, vous avez participé à l'opération Repas Toqué pour changer l'alimentation en milieu hospitalier pour les enfants et les adolescents notamment, qui est initiée par l'association Princesse Margot, que j'embrasse bien sûr. Je sens moi dans votre parcours un rapport à la nourriture et à l'enfance très très intéressant. Et bien sûr, comme j'ai un petit peu travaillé le sujet, je me suis demandé s'il y avait un lien avec votre enfance à vous, où vous avez grandi entouré d'une grand-mère dans un appartement tout petit, où il fallait être tout serré, très nombreux et surtout très amoureux de la cuisine et de votre grand-mère sans doute aussi. Ouais, alors l'appartement, c'était celui de mon arrière-grand-mère, Mémé Camille, qui nous fédérait tous et qui était avenue Bosquet à Paris. Et elle habitait dans un rez-de-chaussée et elle avait une chambre, une toute petite cuisine et une pièce à vivre. Et donc, quand elle nous disait de venir, généralement pour le déjeuner du samedi midi, on était très nombreux. Donc, les tout petits, nous, on mangeait dehors. Elle ouvrait la fenêtre et on était dans la rue. Elle avait mis une table. Ceux qui étaient un peu plus grands, mes cousins qui avaient dans les 16 ans jusqu'à 20 ans, eux, ils étaient dans la cour. Donc, elle leur donnait à manger par la cuisine. Et puis, nos parents, eux, ils étaient dans la grande tablée de la pièce à vivre. Et mes Camille, qui était un tout petit bout de femme, qui a élevé ses 7 enfants, dont ma grand-mère, maman Fanny, qui était, je pense, la pire cuisinière du monde, mais qui faisait ça avec tellement d'amour que c'était juste exceptionnel. C'est-à-dire qu'on se marrait, on se disait, alors, ok, t'as raté quoi aujourd'hui? Alors, elle réussissait très bien à faire les endives braisées, maman Fanny, parce qu'il faut les caraméliser, donc les cramer un peu. Ouais. Et ça, elle savait très très bien faire. Ou alors, elle savait très très bien mettre du sel. Et quand je lui disais, mais qu'est-ce que c'est salé? Elle me disait, ah, c'est l'amour. Quand on est amoureuse, on met du sel. Donc, elle était très amoureuse de mon grand-père, très 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 amoureuse de mon grand-père même. C'était ou très salé ou très cramé, mais c'était tellement génial. À 45 ans, vous allez lancer votre premier restaurant, le Bab, un bar à burger gastro qui n'est plus depuis, mais la même année, en partenariat avec Pierre et Vacances, vous allez aussi créer le Cab, un camion à burger qui fait le tour de Paris, de la banlieue proche aussi. Après des pâtisseries, Mon Éclair, vous devenez consultant pour plusieurs hôtels de luxe, de restaurants aussi, l'hôtel Montmartre, l'hôtel Baumann, et je crois savoir aussi le restaurant 99 Haussmann, mais le Vesper aussi, on en avait parlé brièvement. Ouais, là plus récemment, tout le groupe Fitz, avec le Vesper, la Fontaine Gaillon, le Hollywood Savoy, le Fitzgerald. Oui, ça c'est la télé qui m'a permis de faire ça en fait, en réalité. Ouais. Et en fait, la vie, ça a été que des rencontres. Ça a été vraiment que des rencontres. Et des rencontres, au départ, pas du tout préméditées. Quand je rencontre Steve Jobs et qu'il m'amène aux États-Unis, c'est pas du tout prémédité. Bien sûr. Le fait d'avoir rencontré ces personnalités comme Serge Gainsbourg, Lino Ventura ou Jean-Paul Belmondo, ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir serrer la main de n'importe qui, en sachant que derrière cette personnalité, il y a une personne. Donc ça m'a complètement enlevé tout le côté d'être impressionné. Et en fait, la télé, pareil, elle est venue frapper à ma porte. J'ouvre Mon Éclair, je fais l'émission Très Très Bon. Je suis repéré dans cette émission et on me demande de devenir le chef de la demi-finale du meilleur pâtissier sur M6. Ça se passe super bien. Les réseaux sociaux, pour le coup, disent que je suis un chef plutôt vachement sympa et bienveillant. Et derrière, on me demande de faire un casting que je veux pas faire. J'ai pas le temps de le faire. Et finalement, ils insistent tellement que je dis OK, je le fais. Et je présente Chérie, c'est moi le chef sur France 2. Une émission qu'on a fait pendant plus d'1 an en quotidienne sur la tranche 17-18 et on prend cette émission, elle a 200 000 téléspectateurs et on la fait exploser, on la monte à 700 000 téléspectateurs, ce qui fait que c'est la plus grosse réussite d'une émission de cuisine. Le concept était génial et sortant de là, les gens mettent un nom sur mon visage ou un visage sur mon nom.
Et du coup, ça me permet de faire du consulting, ouais. Et dans un instant, on va parler de Yalla, bien évidemment, votre ouvrage sorti aux éditions Le Duc qui parle de votre cuisine méditerranéenne. Mais Yalla, c'est aussi un nom de restaurant que l'on retrouve depuis septembre dernier dans votre complexe intitulé One Place à Rungis. Parlez-nous de cet endroit assez exceptionnel, Grégory Cohen. Alors, c'est la concrétisation, en fait, de toutes mes origines, de tous mes rêves, de toutes mes envies, dans un lieu qui est donc à Rungis, qui s'appelle One Place. C'est un food court ou un food market, ça dépend comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui, mais globalement, c'est 5 concepts de restauration sur 1000 mètres carrés. C'est une cuisine de 1000 mètres carrés au sous-sol. Et c'est ensuite un restaurant gastronomique avec un lounge de 350 mètres carrés à l'étage. Donc c'est un espèce de paquebot absolument fou avec des terrasses aussi dans tous les sens. Et ça m'a permis de créer 5 restaurants. Donc Yalla, qui est la cuisine levantine, mes origines. Ensuite Schmatz, qui est un délicatessen, mon passage à New York. Ensuite Bella Gigi, qui sont mes origines calabraises et siciliennes. Mademoiselle Chang, alors c'est pas les 8% asiatiques, mais c'est juste ma passion pour l'Asie. Et puis Lily and the Moon pour tout ce qui est healthy végétarien. Et derrière, j'ai déroulé, tiré le fil de ce projet-là. J'ai une agent littéraire qui s'appelle Ronit Toubiana qui est venue me voir et qui m'a dit ça serait chouette que tu te mettes à écrire. Et je lui ai dit si je dois écrire, j'aimerais écrire ces histoires-là. Yalla en premier. Vous aviez déjà participé à quelques ouvrages, mais c'est, on peut considérer votre premier livre à vous, Grégory Cohen, avec des recettes. Dans cet ouvrage, vous nous embarquez pour un voyage au cœur du Levant, vous l'avez évoqué. C'est important de dire d'abord que c'est un livre kasher-friendly. Tout est totalement OK. Parlez-nous de ce véritable carnet de bord gourmand, on peut dire ça comme ça. Ouais, alors d'abord le nom. Yalla, juste 2 minutes pour qu'on se pose sur ce nom. Pour moi, c'était une évidence. Yalla, et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des replis communautaristes qui sont très angoissants. Yalla, c'est tout l'inverse. Yalla, c'est sœur Emmanuelle qui le criait. Yalla, c'est Calogero qui le chante. Yalla, c'est Bruno Solo qui le crie et on se marre avec lui dans La vérité si je mens. Yalla, ça veut dire exactement la même chose, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine. Et quelle que soit sa nationalité. J'étais en vacances au Vietnam il n'y a pas longtemps. À un moment, je dis Yalla et j'ai un Vietnamien à côté de moi qui me fait Yalla. Je dis mais what ? Le gars sait ce que ça veut dire aussi. Et donc oui. Donc Yalla, c'est vraiment pour rassembler tout le monde. Et derrière, partager au plus grand nombre. C'est mes recettes, c'est mes rencontres. C'est ce fameux couscous que faisait Mémé Camille. Alors c'est un couscous algérois. C'est le couscous au beurre, petit lait et fèves vapeur. C'est ma grand-mère, ma belle-mère Nafsika, qui est d'origine grecque. Alors c'était à l'époque où il y avait une forte communauté égyptienne et grecque en Égypte, une forte communauté juive et grecque en Égypte. Et à l'époque où Nasser vire tout le monde, il fait pas de distinction, il vire absolument tout le monde. Et à ce moment-là, mon beau-père Joe Azoubel, un type extraordinaire qui nous a malheureusement quittés il y a très peu de temps, absolument fou et supportif d'Israël, qui d'ailleurs est parti vivre en Israël et donc son plus grand bonheur a été de mourir en Israël. Il rencontre Nafsika, histoire d'amour absolument dingue. Elle vient d'une famille très aisée, lui est un jeune Égyptien déraciné puisqu'il se fait virer d'Égypte, donc il est apatride, il arrive en France, l'agence juive l'aide, Nafsika se convertit, elle lui donnera 4 filles, et moi j'en épouserai une qui me donnera 2 filles, ça s'appelle Aboul Banat, le père des filles, en égyptien, et donc je partage les recettes de Nafsika qui étaient très très en colère contre moi, parce que les premières fois j'arrive, par exemple pour casser Kippour. Et la première fois que j'arrive chez elle, je vois des trucs à table, mais rien à voir avec ce que je mange d'habitude. Et quand on casse Kippour, on a vraiment cette envie de remanger un truc. Bien sûr, très particulier. Bien sûr. Et là, j'arrive et je vois des
du foul, je vois plein de plats égyptiens, gréco-égyptiens. Et l'année d'après, je reviens et je ramène ma Megena. Je ramène un peu de Shtetra, je ramène 2-3 trucs et elle l'a très très mal pris en mode quoi, c'est pas bon. Je me suis habitué à sa cuisine qui était excellente, c'est une cuisinière incroyable et donc je partage aussi ses recettes dans ce livre-là. Dans ce livre-là, on découvre plusieurs plats que je ne connaissais pas, par exemple en mezzé le muamara, en soupe l'avgolemono, le pain simit ou mananiche, le poulet chiktaouk, plat tradi, le spanakopita ou le pasticcio, c'est comme ça que ça se prononce, et en dessert le basbouza. C'est bien, ça fait plaisir de découvrir des plats qu'on ne connaît pas évidemment parce que vous nous emmenez bien sûr sur la Méditerranée, d'Athènes à Tel Aviv, d'Istanbul à Beyrouth. Bien évidemment, on se pose en vous écoutant cette question, est-ce que la cuisine a cette vocation bien sûr de rassembler, de fédérer, mais est-ce qu'aussi elle a une vocation politique aujourd'hui pour vous, Grégory Cohen ? La cuisine, c'est essentiel parce que si on prend le côté uniquement basique, quand on dit qu'est-ce que c'est qu'un restaurant, c'est pour se restaurer, c'est pour restaurer nos forces. On est profondément des êtres biologiques qui avons besoin pour avancer dans notre moteur de nous nourrir. Donc ça, c'est notre point commun à tous. Et derrière, on prend plaisir à manger. C'est un des plaisirs qui aujourd'hui est celui qui nous rapproche le plus. Et ensuite, on est autour d'une table et donc on se passe les choses. On transmet l'un à l'autre et ce faisant, peut-être l'entrée elle peut être un peu tendue si on n'est pas tous complètement en accord, mais arriver au plat et pour finir au dessert, là ça commence à se détendre énormément. Politiquement, oui, c'est très intéressant et intelligent. C'est Guillaume Gomez qui était chef de l'Élysée, qui du coup cuisinait pour tout le monde. Et les chefs d'État avancent beaucoup plus autour d'une table que dans des congrès. Grégory Cohen, on découvre alors cet ouvrage d'Yalla, sorti aux éditions Le Duc, 55 recettes salées et 11 gourmandises faciles à réaliser, c'est très important de le dire, notamment pour moi évidemment. Des épices aussi qu'on découvre, le srouk très à la mode en ce moment, mais aussi le toum, charmoula, tarador ou trina. Il faut vraiment découvrir votre ouvrage pour prendre bien ces découvertes et puis évidemment découvrir des épices qu'on ne connaît pas forcément, ce qui est très important dans un plat, vous le savez mieux que personne. Tout de suite, on va passer au théâtre. On va vous emmener au théâtre et découvrir notamment la cuisine sur scène. Au théâtre. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Cyrielle, bonjour chef. Dans l'histoire du théâtre, la cuisine, ça commence mal. Ça commence avec Tieste, une tragédie signée Sénèque qui raconte la querelle fratricide entre Atrée et son frère Tieste. Et comment cela se termine-t-il ? Eh bien, le premier organise un grand repas pour fêter sa réconciliation avec son frère. Ils ont été fâchés pendant de nombreuses années. Mais au repas, il lui sert une tourte avec à l'intérieur une viande. Et on s'aperçoit peu après que la viande, ce sont les enfants du pauvre Tieste que son frère a tué et délicatement cuisiné. Rassurez-vous, ça s'arrange ensuite puisque nous voyons revenir la figure du cuisinier au théâtre avec Maître Jacques dans l'Avare de Molière. Maître Jacques, c'est celui qui apprend à l'avare qu'il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Cela peut faire des économies. D'ailleurs, Harpagon lui répond que quand il y en a pour 6, il y en a pour 8 et il va devoir organiser un banquet avec 3 francs 6 sous. Le repas continue dans le théâtre français et prend un sens très politique. D'abord avec Victor Hugo, dans Ruy Blas. Bon appétit messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui payez la maison. Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. On retrouve la politique et la cuisine dans Le Souper, une pièce de Jean-Claude Briseville, une pièce de 1989 mais qui nous parle de 1815. Talleyrand invite Fouché à dîner pour décider du sort du royaume de France. Et il lui sert les mets les plus raffinés, asperges en petits pois, cul d'artichaut à la ravigote. J'ai eu la chance de jouer cette pièce, de jouer Talleyrand. Eh bien, je vous le dis, c'est un régal pour un comédien. Dans Mademoiselle Julie de Strindberg, Jean, l'un des héros, se fait cuire un steak. Eh bien, dans la mise en scène de Mathias Langhoff, il y a maintenant plus de 30 ans,
on cuisait un vrai steak sur scène. Et moi, j'étais au poulailler avec les étudiants. Et nous sentions l'odeur de la viande qui montait jusqu'à nos narines. Nous avions faim au milieu du spectacle. À la même époque, on joue beaucoup en France la cuisine du Britannique Arnold Wesker, une pièce de 1959. Quand il était commis de cuisine à l'hôtel Norwich, eh bien Arnold Wesker a eu l'idée d'écrire une pièce de théâtre qui se passe dans une cuisine de grand restaurant où il y a le coup de feu, les engueulades, les coups de génie, beaucoup d'affection et beaucoup de tension autour de la création culinaire. Vous connaissez cela, chef, n'est-ce pas ? Et puis enfin, plus drôle, Lapin chasseur de Jérôme Deschamps. Un double décor. Les spectateurs installés d'un côté ou de l'autre, et à l'entracte, ils changent de côté. Pourquoi ? Parce que la moitié du décor, c'est la salle d'un restaurant, l'autre moitié, c'est la cuisine du restaurant. Et ça communique par des portes battantes. On voit le même spectacle, mais d'un point de vue différent. D'abord côté cuisine, puis côté salle, ou l'inverse. Il fallait bien sûr que l'action soit réglée au millimètre. En fait, la cuisine, c'est de la philosophie au théâtre. En effet, le texte philosophique le plus souvent adapté au théâtre, c'est un texte de Platon qui s'appelle « Le banquet ». Et merci beaucoup Christophe Barbier. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Annabelle Guiraud. Le billet du jour. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Grégory. Dans cette chronique, c'est l'actualité, c'est votre actualité qui nous accompagne. Allez, c'est parti. Grégory, vous vous décrivez comme un homme ordinaire dans un monde extraordinaire. Soit. Un homme ordinaire qui est à la fois chef, consultant, entrepreneur, animateur radio et TV, fondateur du concept One Place et auteur du livre de cuisine. Il n'y a pas à dire. Vous êtes dans la dynamique, dans le mouvement, dans la création. Eh bien, figurez-vous que cette chronique, elle aussi, elle va être dans le mouvement. Vous êtes prêts ? Je vous propose un voyage spatio-temporel, quand le passé vient dans le présent. 3, 2, 1, on y va. Commençons par la mode, un éternel recommencement. C'est un véritable retour des années 90. Jean large, taille haute, baggy crop top et le bon sweat douillet à capuche. Au pied, sneakers façon Nike Air ou Adidas Campus, sans oublier la banane en bandoulière. Tiens, en parlant de banane, à table, on met la nappe en Vichy. Autrefois symbole du pique-nique du dimanche chez Tata Rachel, la nappe à carreaux rouges et blancs fait aujourd'hui la couverture des magazines de déco. En 2025, même la table devient stylée. Et il n'y a pas que la table qui est stylée, il y a les assiettes aussi. On en parle du retour des recettes d'antan, économiques et délicieuses, poêlées de légumes anciens et oubliés, #topinambour, rutabaga, Krone et j'en passe. Oh, et puis il y a la blanquette, les œufs mimosa, le pain perdu. On revient aussi sur un bon sens, le bon sens près de chez vous. En cuisine, à savoir manger des produits de saison issus de filières courtes et locales. Et oui, cher Grégory, clin d'œil à votre concept store One Place situé à Rungis. Et puis, je veux aussi parler de la marque Bleu Blanc Cœur, pour laquelle vous êtes ambassadeur. Une marque précurseur qui, depuis les années 2000, vise toujours à améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation via une agriculture durable. Tiens, ça me rappelle ma première vie professionnelle de chercheur en cardio-nutrition. C'était les débuts de Bleu Blanc Cœur avec les poules et les bovins, nourris entre autres avec des graines de lin et de colza pour enrichir les œufs et la viande en oméga 3. Vous savez, ces bonnes graisses qui vont protéger notre cœur, nos vaisseaux, notre cerveau aussi. C'était il y a 20 ans. Et c'est toujours d'actualité. Allez, on poursuit notre voyage spatio-temporel, toujours en cuisine, chez Mémé. Et cette fois-ci, on vient chiner le mobilier, les fameux meubles en Formica, toute une époque. Aujourd'hui, ces meubles sont iconiques et on est prêt à se les arracher à un prix fou et dire qu'il y a 20 ans en arrière, on trouvait ça laid. Allez, on passe à la suite, on passe au bac. Non, pas le bac à l'oral, pas le bac du coiffeur. Non, je parlais du bac vinyle. À l'heure où le streaming est majeur, le 33 tours fait de la résistance. Et oui, l'objet vinyle et collector, c'est une véritable capsule mémorielle de musique. Alors, écoutez, le temps passe là. Il passe, Cyrielle. C'est déjà la fin de notre voyage spatio-temporel, hélas. Grégory, on va pas se quitter comme ça quand même, Je vous propose un petit atterrissage. Allez, en douceur et nostalgie, avec le Café des Délices de Patrick Bruel. C'est parti, musique. Elle est merveilleuse. Merci beaucoup Annabelle Guiraud. On se dit bien sûr à la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est la fin de notre émission avec votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est votre portrait dans les yeux de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Grégory. Bonjour. Vous nous avez dit que la vie est une rencontre.
Alors on va essayer de faire une recette entre le papa, l'humain et le curieux. Comme il y a la chaleur des projecteurs, il y a la chaleur d'un four, on va parler de chaleur dans cette petite chronique. Alors, je note de la chaleur humaine dans votre profil, parce que vous cuisinez pour réchauffer du lien. Cuisinez pas que des ingrédients, mais cuisinez pour les autres, avec un engagement, avec des actions solidaires, comme les hôpitaux, comme les écoles pour le goût. Il y a cette cuisine qui est un acte de présence, une empathie chaude que vous servez dans une assiette. Et puis il y a cet attachement fort à la transmission, aux soins, à l'attention, à la création du lien. En fait, vous nous mijotez des émotions, à feu doux, et vous nous envoyez en salle de la tendresse avec précision. Et puis il y a de la chaleur familiale, ce retour aux racines affectives, à vos premiers amours, à ce papa que vous êtes, à cet homme au fourneau, à cette grand-mère qui invitait tout le monde et qui dépassait les murs. Il y a cette cuisine de territoire, cette intimité, comme un lien avec votre enfance, avec votre histoire. Alors on passe des plateaux de TV aux plats mijotés. On met en scène, sauf qu'ici c'est le public qui mange le scénario. On a un retour à la carte, des recettes, à la mémoire émotionnelle, à la géographie quand on passe de l'Égypte à l'histoire, de l'Égypte à la Grèce ou à d'autres villes qui vous tiennent cœur. Cette géographie affective où tout est médité et même méditerranéen. Alors il y a de l'amour et vous mettez du sel. Et puis il y a de la chaleur créative, de l'invention, comme expression de votre voix, de votre soi. C'est pas juste de la cuisine. Vous inventez, vous bousculez avec vos concepts, votre besoin de renouvellement constant. Il y a comme une boulimie d'idées. Vous êtes curieux. Et puis il y a une personnalité qui est active, qui est toujours en mouvement, insatiable d'expression. On pourrait même dire boulimique. Et avec ce sentiment d'être vivant, de vouloir avoir de la liberté, en essayant d'être juste. Et puis il y a une dernière chaleur, cette chaleur de la transmission. C'est dire sans parler. Vous nous l'avez dit, la cuisine c'est important et c'est un lieu où on se retrouve. Donc cette chaleur circule sans s'imposer, partager autour de soi, ne rien garder. Et donner. Cette cuisine c'est du dialogue, de la générosité. Sans briller, pas brûler, mais se relier. Alors il y a un slogan qui dit « Venez comme vous êtes ». Vous cuisinez comme vous êtes. Généreux, attentif, mais jamais tiède. On ne vient pas chez vous juste pour manger. On vient se souvenir, se réparer et parfois se retrouver. Merci beaucoup Christian Richomme pour ce très beau portrait sur l'antenne de Radio J. C'est la fin de cette émission avec vous Grégory Cohen. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour votre livre de cuisine méditerranéenne Yalla aux éditions Le Duc. Merci 1000 fois. Merci à vous d'être venu nous voir. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui Ethan Anoukayef. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous comme tous les jours du lundi au jeudi dès 15h sur Radio J.